La désobéissance civile, c'est une forme de résistance pacifique. Elle devient aujourd'hui une des armes utilisées par les militants écologistes. Et l'histoire le montre souvent, la désobéissance civile a permis de gagner les grands combats et de changer la société. Moins 440 de Sophocle crée Antigone et c'est l'occasion de rendre hommage à toutes les Antigones anonymes qui, depuis l'Antiquité, insufflent un vent de révolte à nos sociétés patriarcales. 1548, un jeune homme de 17 ans, Étienne de la Boétie, publie le discours de la servitude volontaire. Obéir, c'est soutenir. Pas vrai, Greta ? 1791, en France, Olympe de Gouges écrit la déclaration de la femme et de la citoyenne. La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir le droit de monter à la tribune. 1905, les suffragettes réclament le droit de vote pour les femmes au Royaume-Uni. Elles obtiennent le pouvoir de voter à 30 ans en 1918, à 21 ans en 1928. 1930, en Inde, Gandhi prône la non-violence pour arracher l'indépendance aux Britanniques. La fameuse Marche du sel inaugure une campagne de désobéissance civile qui dure 4 ans. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. 1955, aux États-Unis, Rosa Parks refuse de céder sa place à un usager blanc dans un bus. En 1964, la Cour suprême déclare anticonstitutionnelle la ségrégation dans les bus. Toujours en 1955, au Congo, Patrice Lumumba appelle au boycott des élections organisées par le pouvoir colonial belge. Il devient le premier ministre du Congo indépendant en 1960. 1963, aux USA, Martin Luther King entame sa marche vers Washington. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. 1969, à New York, la drag queen Marsha P. Johnson prend la tête des émeutes de Stonewall. Un an plus tard, la première Gay Pride célèbre l'anniversaire de ces émeutes. 1971, dans le Larzac en France, 100 000 personnes convergent pour soutenir 103 paysans expropriés pour agrandir un camp militaire. Le mouvement altermondialiste s'est ancré. Et puis en 2015, la communauté mapuche au Chili passe à la vitesse supérieure et occupe des terres ancestrales vendues à Benetton par l'État. Occuper un terrain pour le préserver, ça nous ramènerait pas à Arlon en 2019 ? Félicia, on dit que tu es partout et c'est pas tout à fait faux. Les zadistes qu'on vient de voir dans le reportage, tu les connais, tu les soutiens et tu t'en caches absolument pas. On a tendance parfois à tomber dans un certain misérabilisme de l'impuissance en se disant mais qu'est-ce que je suis moi face à tout ça ? Je suis une petite goutte d'eau, une poussière face à tous ces enjeux, à tout ce pouvoir et à tous ces désastres. Alors c'est pas tout à fait faux, mais en même temps, les mécanismes qu'on observe parfois à l'autre bout de la planète de destruction du vivant, comme la déforestation en Amazonie par exemple, eh bien on observe parfois les mêmes chez nous, au bout de la rue, dans notre quartier, de façon évidemment moins spectaculaire, dans une autre proportion, mais c'est parfois les mêmes logiques. Et donc le fait de se mobiliser sur un terrain, sur un territoire pour dire « ça ne passera pas ». Je défends ce territoire, je défends la biodiversité et je le vis physiquement sur le terrain. Je trouve que c'est une façon justement de se sentir plus utile et d'être concrètement plus utile aussi dans une lutte écologique. Selon toi, aujourd'hui, c'est à travers ce type d'action collective, à travers la désobéissance civile, qu'on va réussir à faire changer les choses au niveau politique ? Oui, je le crois, entre autres. Enfin, moi, je ne crois pas en la politique politicienne. Je pense que les courroies aujourd'hui d'action et d'expression sont tellement viciées par les intérêts mondialistes qui sont représentés par nos institutions, entre autres, qu'effectivement, la politique et le changement, ça se fait par en bas. Et en fait, ça s'est toujours fait par en bas. Moi, j'attends effectivement qu'aujourd'hui, cette lutte soit vécue, on va dire, de façon permanente et à la hauteur de ce dont on parle, c'est-à-dire la destruction de notre maison commune et l'aliénation d'un bon nombre de nos contemporains. Donc le fait de se rassembler, d'avoir des actions collectives, c'est ça qui peut aider. Et on a un petit message pour toi qui vient de Olivier de Scuter, que tu connais, qui est juriste, qui est professeur à l'UCL, qui est plus âgé que toi. On l'a vu prendre part récemment à une manifestation de Extinction Rébellion. Je te montre ce qu'il nous dit pour toi. Bonjour Félicien, je me réjouis que cette émission porte sur la question de la désobéissance civile. Nous avons aujourd'hui un très grand nombre de jeunes qui ne se sentent pas entendus par le monde politique et qui, au lieu de passer par la voie classique des manifestations, des grèves climat ou encore des interpellations des partis politiques, pensent qu'il faut agir et qu'il faut le faire en violant la loi pour attirer l'attention sur ce que l'on fait. Ma question, c'est au fond de savoir si la désobéissance civile, telle qu'elle a été pratiquée historiquement, par exemple dans le mouvement des droits civils aux États-Unis ou pour l'indépendance de l'Inde avec Mahatma Gandhi, qui consistait à violer des lois
que l'on voulait remettre en cause, si cette désobéissance civile ne doit pas aujourd'hui devenir une sorte de sortie de la société de consommation, une protestation contre l'injonction à consommer, un refus de coopérer, en d'autres mots, avec un système fondé sur le gaspillage, l'obsolescence programmée et la nécessité de consommer toujours plus pour faire tourner la machine économique. Est-ce qu'aujourd'hui, la désobéissance civile, ce n'est pas finalement la sobriété choisie pour protester contre ce système qui est mortifère? Voilà ma question, cher Félicien, et je vous souhaite à vous ainsi qu'à toute l'équipe d'excellente continuation dans votre entreprise. Merci. Alors évidemment, je suis d'accord avec la plupart de ce que j'ai entendu. Après, je pense que la sobriété heureuse, comme dirait l'autre, c'est aussi un choix politique. Et les personnes qui aujourd'hui vivent physiquement leur lutte, notamment sur une ZAD par exemple, sont des gens qui consomment très très peu. Sont des gens qui sont déjà sortis de cette société. En fait, ils sont presque un pas plus loin, j'ai envie de dire, dans leur façon de remettre en question ce système global basé effectivement sur la production, sur l'extraction de ressources et finalement sur la destruction de la vie sur Terre. Le fait de dire que ce n'est pas qu'en tant que consommateur qu'on peut s'insurger contre cette consommation mortifère et ces injonctions à la consommation, mais qu'on peut aussi le faire en tant qu'activiste, c'est-à-dire en tant que citoyen qui dit « moi je ne veux pas de telle aberration dans la ville que j'aime, dans le village que j'aime, je ne veux pas qu'on détruise un espace pour le vendre aux multinationales et pour le vendre toujours à ce modèle qui nous force à être des consommateurs et à n'être surtout que des consommateurs ». Je pense que ça peut passer par d'autres choses que simplement dans sa vie personnelle, en prendre acte, parce qu'il y aura toujours des gens pour consommer, on sera toujours bombardé par la publicité si on ne fait rien pour aller à l'encontre de ça. Et c'est presque un peu un luxe, peut-être aussi aujourd'hui, de pouvoir se préoccuper de ce genre de choses et de mener ce genre d'action à titre personnel? Oui, je le crois. Je le crois, on a souvent dit que les marches pour le climat, par exemple, n'étaient pas très hétérogènes, qu'on voyait souvent un peu les mêmes personnes, c'est plutôt des gens comme vous et moi, c'est-à-dire plutôt blancs, plutôt classe moyenne, voire supérieure, plutôt éduqués. Effectivement, moi je suis tout à fait conscient et d'accord avec le fait que la plupart des gens ont d'autres problèmes que le climat. Donc effectivement, je pense que la première urgence, elle est d'abord démocratique, elle est libertaire et évidemment écologique, mais tout ça, en fait, peut tout à fait coexister et doit coexister. C'est pour ça que moi j'étais dans les marches pour le climat, mais j'ai aussi été dans les rassemblements des Gilets jaunes, par exemple, et sur la ZAD. Je vous aurais bien dit au revoir en mode CNV, mais pour ça, il va falloir que j'approfondisse encore un peu. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt dans Alors on change. Aujourd'hui, l'économie de croissance, la mondialisation, l'ultra-productivisme, l'ultralibéralisme, tout ça est en train d'agresser et de détruire ce monde. Alors, il convient de sonder son corps et de se demander ce qu'on se sent capable de faire pour s'ériger contre ça, pour lutter contre cette destruction organisée du vivant. Tout le monde n'est pas obligé de se sentir capable de faire la révolution, de mettre son corps en jeu, mais la moindre des choses, c'est d'avoir du respect pour les personnes qui risquent leur vie et qui risquent leur corps pour le bien commun.